Oui, alors, bonsoir. Donc, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième thème des urgences médicales pédiatriques et qui rentre dans le cadre du cycle de formation qui est proposé par le service des urgences médicales pédiatriques de Rabat en collaboration avec les laboratoires Sotema. Le premier thème avait déjà porté sur l'approche de l'enfant aux urgences pédiatriques, bien sûr. Et là, le deuxième thème que nous allons aborder va être les détresses respiratoires du nourrisson et de l'enfant. Alors, sans trop tarder, on va démarrer tout de suite. Alors, je pense que l'image est claire. C'est ça, si Hamzaoui? C'est Oui, bon? effectivement, c'est parfait. Parfait. Donc, comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler ce soir des détresses respiratoires du nourrisson et de l'enfant. Pourquoi ce choix de sujet? Pour la simple raison que les détresses respiratoires constituent un motif fréquent et angoissant en pratique quotidienne pédiatrique. C'est la première cause d'arrêt cardio-respiratoire, c'est la première cause d'hospitalisation en réanimation et c'est la première cause de décès chez l'enfant. Je tiens à vous rappeler que contrairement à l'adulte, l'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant est d'origine hypoxique. On ne fait pas d'arrêt chez l'enfant sur un infarctus du myocarde. Bon, on peut le faire, mais la cause la plus fréquente, c'est l'hypoxie. Alors, une détresse respiratoire, comment est-ce qu'on peut la définir? Eh bien, tout simplement, et ça vous le savez, c'est une situation qui traduit une augmentation du travail des muscles respiratoires et qui est secondaire à une pathologie respiratoire ou extra-respiratoire. Elle va aboutir à quoi, cette détresse respiratoire? Eh bien, elle va aboutir à une perturbation des échanges gazeux. Devant une détresse respiratoire, trois principes s'imposent à nous. Tout d'abord, reconnaître la détresse respiratoire et rechercher les signes de gravité. Dans un deuxième temps, il faut analyser le mécanisme de cette détresse respiratoire et déterminer quelle est sa topographie. Ensuite, l'autre principe, c'est qu'il faut toujours mener d'emblée un traitement symptomatique et étiologique. Et pour pouvoir répondre à ceci, nous devons essentiellement se baser sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique complet et sur des examens complémentaires qui vont être guidés à la fois par les données de notre interrogatoire et de notre examen. Alors, qu'est-ce qui fait que la détresse respiratoire soit une situation? Plutôt qu'une pathologie, je dirais plutôt une situation fréquente. Eh bien, on n'arrête pas de dire que l'enfant n'est pas un adulte miniature. L'enfant, il va connaître des modifications et donc il va présenter des variations à la fois physiologiques et anatomiques tout le long de son développement. Et la connaissance de ces modifications physiologiques et anatomiques, elles sont importantes à connaître parce qu'elles vont vous permettre de comprendre la fréquence de cette situation. Et là, nous allons commencer par comparer l'enfant et l'adulte. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux et qu'est-ce qui fait que la détresse respiratoire soit plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte? Eh bien, pour cela, on a tout ce qui est anatomique. Déjà, vous voyez que la tête en a une plus grosse, par rapport à son corps, l'enfant a une plus grosse tête par rapport au corps, si on le compare au corps. Et si on voit un peu de plus près, eh bien, vous remarquez que le nasopharynx,
il est plus petit chez l'enfant. Alors, il est plus petit, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, l'obstruction, elle est facilement obtenue en cas d'inflammation. Cette inflammation, elle est souvent secondaire chez l'enfant aux infections des voies aériennes supérieures. Autre particularité, le tissu lymphoïde, donc tout ce qui est amygdale, végétation adénoïde, eh bien, ce tissu, il croît rapidement pendant l'enfance et puis il va s'atrophier progressivement après l'âge de 12 ans. Et vous comprenez aisément que si un enfant a un nasopharynx qui est obstrué, si en plus il a des végétations adénoïdes, eh bien, la détresse respiratoire va rapidement s'installer. Donc, c'est un obstacle. Les narines chez l'enfant, elles sont plus petites que celles de l'adulte, et ceci d'autant plus qu'il est jeune. Donc, le nourrisson encore plus que le jeune enfant. Et donc, ces petites narines vont s'obstruer facilement. Et puis, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que jusqu'à l'âge de 4 mois, voire même 6 mois, le nourrisson va respirer essentiellement par le nez plutôt que par la bouche. Donc, si ses narines sont obstruées, eh bien, il va développer rapidement une détresse respiratoire. Et on respire rapidement parce que, tout simplement, on a besoin donc on respire justement par le nez plutôt que par la bouche parce que la fréquence respiratoire, elle est rapide chez le nouveau-né et le jeune nourrisson. L'enfant, il a une petite cavité buccale. Si vous remarquez, si vous comparez la cavité buccale et le menton, eh bien, ils sont petits par rapport à l'adulte. Par contre, ce qui le différencie de l'adulte, c'est qu'on a une langue qui est plutôt volumineuse. Et cette langue, pourquoi est-ce qu'elle est volumineuse? Parce que justement, l'enfant, il a une respiration rapide et il respire par le nez. Et donc ça peut avoir des conséquences. L'épiglotte, elle est longue et elle est flexible et elle est plus exposée à l'œdème. Et donc, elle va augmenter et accroître le risque d'obstruction chez l'enfant. Du point de vue anatomique chez l'enfant, le larynx et la glotte, eh bien, ils sont haut situés. Et donc, s'ils sont haut situés, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de pathologies accidentelles, beaucoup de risques d'aspiration. Donc, en cas de détresse, en cas d'inhalation, de troubles de conscience, on risque d'inhaler. Et pareil pour les corps étrangers. Les cartilages thyroïdes et cricoïdes, si vous le voyez, si vous palpez, vous sentez que ce n'est pas très, on va dire, ce n'est pas encore ossifié, c'est encore mou parce que c'est encore cartilagineux. Ils n'ont pas atteint leur maturité et par conséquent, ils risquent de s'affaisser lorsqu'il y a une flexion du cou. Autre facteur anatomique qui intervient, ce sont les muscles des voies respiratoires. Il faut savoir que le muscle le plus important, le muscle respiratoire efficace, on va dire, c'est le diaphragme. Alors, pour compenser en cas d'une augmentation du travail respiratoire, les autres muscles accessoires qui peuvent être mis à jeu ne sont pas tout à fait, si on va dire, fonctionnels. Et donc, tout ceci vous explique pourquoi est-ce que l'enfant est plus à risque de développer une détresse respiratoire. Donc, on a parlé de tout ce qui est anatomique, on a parlé aussi de l'immaturité des muscles accessoires. Donc, le diaphragme, c'est le muscle principal, mais ce diaphragme aussi présente quelques particularités. La particularité du diaphragme chez l'enfant, c'est qu'il est élastique. Il est même très élastique et très mobile. Et donc, très mobile avec la respiration. Donc, lorsqu'il y a un obstacle mécanique, que ce soit au niveau de la cage thoracique ou même au niveau de l'étage abdominal, eh bien, quand on a un abdomen distendu, ceci va retentir sur cette mécanique, sur la mécanique, donc sur le diaphragme et sur donc l'expansion thoracique. Les muscles aussi sont très immatures. Autre chose importante, c'est la cage thoracique. La cage thoracique, elle est moins rigide et on a des côtes horizontales. Donc, cette rigidité et ce fait d'avoir des côtes horizontales, vous comprenez aisément qu'on va avoir des problèmes avec l'expansion
thoracique. Donc, ça, c'est très important. Autre chose, remarquez ici la bifurcation des voies aériennes. Donc, regardez, c'est court. Ici, vous avez l'adulte. Ici, c'est l'enfant. La bifurcation, elle est plus haute. Et donc, si vous voulez, ce trajet tout petit vous explique pourquoi les enfants, eh bien, ils vont faire beaucoup d'infections respiratoires. Et puis, ici, vous voyez la bifurcation ici de la branche souche droite. Contrairement à l'adulte, hein, vous voyez, eh bien, on a un risque, vous comprenez le risque d'enclavement en cas de syndrome de pénétration de corps étrangers au niveau de la branche souche droite. Autre chose qui intervient, c'est le calibre des voies aériennes. Et puis, donc ça, si vous comparez hein, l'enfant à l'adulte, donc il n'y a pas photo. Et donc, si vous vous rappelez un peu des lois de la physique que vous avez déjà vues, la loi de Poiseuil, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir de l'œdème, regardez, ça va obstruer rapidement la lumière et donc ça va être à l'origine d'une augmentation des résistances et donc on comprend pourquoi l'enfant, plus il est jeune, plus il est vulnérable à l'œdème, à l'inflammation et au risque d'obstruction des voies aériennes. Alors, ceci a aussi des conséquences lorsqu'on prend en charge un enfant qui est en détresse. Remarquez ici, lorsqu'un enfant est en détresse, regardez la position. Eh bien, l'enfant, il a une grosse tête par rapport au corps, on l'a déjà dit. Il a aussi un occiput qui est proéminent. Et cet occiput proéminent, eh bien, il peut gêner quand on veut exposer les voies aériennes. Par exemple, lorsqu'on veut intuber, il peut donc nous gêner pour les voies aériennes, pour l'exposition, mais aussi pour la libération des voies aériennes. Donc, ici, quand la tête elle est trop fléchie, regardez ici l'axe de tout ce qui est oral et trachéal, il se croise. Et donc là, ça entrave la respiration. Pareil ici, lorsque vous êtes en hyperextension, eh bien, ce n'est pas vraiment aligné. Regardez, donc la légère extension donc, de la tête, elle permet d'exposer mieux les voies aériennes et même de mieux les libérer pour une meilleure respiration. Alors, il faut aussi en tenir compte chez l'enfant lorsqu'on veut intuber. En général, ce n'est pas l'exposition qui nous gêne, mais surtout vu que l'épiglotte, elle est haut située, avec le larynx, avec la grosse langue qu'il a, le passage peut parfois être difficile de la sonde d'intubation. Contrairement à l'adulte, il peut être difficile en dessous des cordes vocales. Donc, les cordes vocales, on arrive à les voir, mais le problème, c'est lorsque, donc, la difficulté, c'est de passer en dessous. Donc, ceci, vous voyez, tout ce qui est anatomique peut aussi entraver la prise en charge. Alors, qui dit détresse respiratoire, on a dit, c'est une augmentation du travail pulmonaire. Alors, quand est-ce que ce travail pulmonaire peut être augmenté? Eh bien, le travail pulmonaire peut être augmenté lorsqu'on augmente la fréquence respiratoire, ça va de soi. Et la situation la plus classique, c'est lorsqu'on fait de l'effort ou qu'on a de la fièvre, eh bien, on respire plus rapidement. Le travail peut aussi augmenter parce qu'on a une compléance du système respiratoire qui diminue. Et là, d'après ce qu'on vient de voir, eh bien, cette compléance du système respiratoire, elle peut diminuer lorsqu'on a une atteinte parenchymateuse pulmonaire, donc qui va réduire cette lumière, ou bien lorsqu'on a une atteinte donc au niveau de la cavité pleurale. Ça peut être un épanchement, un pneumothorax. Parfois, ça peut être une distension d'origine abdominale, un syndrome du compartiment abdominal qui va gêner donc la compléance du système respiratoire qui va être diminuée et va faire que le travail va augmenter. Le travail pulmonaire peut augmenter aussi parce que les résistances des voies aériennes augmentent. Alors, quand est-ce qu'elles augmentent? Le cas classique que vous connaissez, c'est le bronchospasme. Qu'on peut voir au cours de l'asthme, ou bien l'encombrement bronchique chez les tout petits nourrissons.
Le travail peut aussi augmenter parce qu'on a un jeu diaphragmatique qui est diminué. Et donc, ceci peut se faire soit dans les situations d'hyperinflation dynamique, soit lorsqu'on a un phénomène de trapping, un piégeage de l'air qui peut gêner la contraction diaphragmatique, soit lors de l'asthme. L'asthme, on a une distension qui peut gêner la contraction diaphragmatique. Et donc, vous comprenez donc, plus ou moins les situations qui peuvent nous expliquer la survenue de la détresse respiratoire. Alors, en pratique, reconnaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître, on a dit, la détresse respiratoire, apprécier la gravité, rattacher la cause et adapter le traitement. En pratique, ce sont des choses qui vont se faire d'une façon parallèle. Mais nous, ici, juste pour une façon didactique, on va parler étape par étape. Mais en principe, tout se fait parallèlement. Reconnaître la détresse respiratoire, en général, est une situation qui est simple, qui est aisée et qui va reposer sur 3 facteurs. Les anomalies de la fréquence respiratoire, les signes de lutte et la cyanose. Alors, pour ce qui est des anomalies de la fréquence respiratoire, eh bien, une augmentation de la fréquence respiratoire, la polypnée, est traduit une augmentation du travail respiratoire. Ça c'est clair. Alors, pour parler d'une polypnée, il faut toujours interpréter, et ça c'est parmi les particularités en pédiatrie, c'est qu'il faut interpréter le seuil de la fréquence respiratoire par rapport à l'âge de l'enfant. On a une variabilité. Je vous rappelle que chez le nouveau-né, on passe de 35 jusqu'à 50 cycles par minute, voire même jusqu'à 60 chez le prématuré, et c'est tout à fait normal. Donc, il faut retenir que jusqu'à l'âge de 1 an, on a une fréquence. Donc, voilà, vous avez le tableau, c'est entre 30 et 53. Et au-delà de 2 ans, entre 22 et 37. Quand est-ce qu'on parlera d'une polypnée? Eh bien, jusqu'à l'âge de 2 mois, une respiration est dite rapide si elle dépasse les 60 respirations par minute. Entre 2 mois et 1 an, 50 respirations par minute. Et au-delà de 1 an, entre 1 et 2 ans, c'est en général plus de 40 respirations par minute. Donc, si vous avez ça, vous portez rapidement le diagnostic d'une polypnée. Alors, à côté de la polypnée, on va avoir les signes de lutte. Alors, les signes de lutte, ils traduisent eux aussi l'augmentation du travail respiratoire et ils traduisent la mise en jeu des muscles accessoires. Et ces muscles accessoires, la mise en jeu de ces muscles accessoires va se traduire par ce qu'on appelle les signes de rétraction. Et ces signes de rétraction sont le tirage, donc susternal, sous-sternal, intercostal. On va également avoir le battement des ailes du nez, c'est très important. Parfois, on peut avoir cette attitude particulière, c'est ce qu'on appelle l'attitude du trépied qu'on voit chez le nourrisson. Donc, souvent, remarquez la position. Lorsqu'il a une position comme ça, donc où il appuie avec ses 2 mains en avant, la tête penchée en avant, eh bien, ça traduit, ça aussi, c'est un signe des détresses respiratoires. Parfois, chez les tout petits, on peut avoir des mouvements saccadés de la tête, c'est ce qu'on appelle le bobbing. Et ça traduit aussi des signes de lutte respiratoire. L'attitude également, regardez par exemple chez ce nourrisson qui a un battement des ailes du nez, des signes de rétraction, vous remarquez aussi qu'il est hypotonique. Regardez son attitude chez un nourrisson normalement, on n'est pas comme ça avec une hypotonie axiale et périphérique. Alors, je tiens juste à vous rappeler que chez le nourrisson, on avait dit que la respiration, elle était essentiellement nasale. C'est ce qui explique le soulèvement abdominal. Donc, la respiration chez le tout petit, avant l'âge de 6 mois, elle est de type abdominal. Ne confondez pas la respiration abdominale avec le balancement thoraco-abdominal. Ça, c'est autre chose. Le balancement thoraco-abdominal est un signe d'extrême urgence qui va précéder l'arrêt respiratoire. Et c'est une respiration qui est paradoxale et qui est inefficace. Alors, à côté de la polypnée et des signes de lutte, eh bien, il y a la cyanose. La cyanose, elle est en relation avec l'hypoxémie et elle apparaît dès que la pression artérielle en oxygène
et en dessous de 60 mm de mercure. Alors attention, la cyanose est un signe tardif. Notre système va compenser en augmentant la fréquence, en luttant et en dernier lieu, c'est là où on va voir la cyanose. Donc attention, lorsque la cyanose apparaît, c'est un signe tardif. Et vous remarquez là que le diagnostic d'une détresse, il est simple et il se fait sur la simple inspection. Donc en regardant, on peut poser le diagnostic de détresse respiratoire. Et ça doit vous rappeler ce qu'on appelle le fameux triangle d'évaluation pédiatrique. C'est le triangle qui est utilisé pour l'approche de l'enfant aux urgences. Et c'est ce qu'on appelle le quick look ou le rapide coup d'œil qui dure 60 secondes juste en observant l'enfant sans le toucher. Et vous voyez que pour la composante respiration, là, on voit les efforts et la présence de bruit. Donc déjà, vous pouvez dire cet enfant présente une anomalie du travail respiratoire, donc il y a une atteinte d'une fonction vitale. Attention, je le répète toujours, le triangle d'évaluation ne porte pas donc une atteinte d'une composante, elle ne traduit pas un diagnostic, mais plutôt un désordre physiopathologique. Une fois que nous avons reconnu la détresse respiratoire, la deuxième étape, c'est, on vous l'a appris, devant toute altération d'une fonction vitale, qu'elle soit respiratoire, hémodynamique ou neurologique, il faut procéder à l'évaluation ABCD. Donc, ABCD, donc toujours. Alors, quelles sont les questions qu'on va se poser devant une détresse respiratoire? Donc, pour le A, les airways, est-ce que les voies aériennes, est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles sont sûres? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de sécrétion dans la bouche? Est-ce que vous n'entendez pas de bruit? Est-ce que l'enfant ne vomit pas? Parce que là, rappelez-vous, le risque d'inhalation. Est-ce que ces voies sont à risque? C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui est comateux. Un enfant comateux, eh bien, ces voies aériennes ne sont plus sûres. Il y a risque d'inhalation. Est-ce que les voies aériennes sont obstruées? Ce sont les questions qu'il faut toujours se poser. La deuxième étape, c'est le B. Le B, donc, c'est le breathing. On l'a déjà vu, donc la fréquence respiratoire, le travail, le volume courant et l'oxygénation. Et là, on va s'intéresser beaucoup plus. On va, si vous voulez, quantifier cette fréquence respiratoire. Le travail, eh bien, on va voir est-ce qu'il y a des bruits. Donc, en plus des signes de lutte, on va entendre est-ce qu'il y a des bruits qui sont là. Un wheezing, c'est un sifflement qui est audible à distance. Hein. On va voir est-ce qu'il y a un cornage, est-ce qu'il y a un stridor, est-ce qu'il y a un grunting. Donc, lorsqu'on a des sécrétions dans la bouche, donc tout ça, il faut savoir l'évaluer. Le volume courant, eh bien, ça s'apprécie comment? En regardant est-ce que le thorax est distendu? Est-ce qu'il y a une asymétrie? Est-ce qu'il y a un bruit surajouté? Comparez toujours, n'oubliez pas que vous avez deux poumons, un droit et un gauche. Est-ce qu'il existe une asymétrie? Donc, l'oxygénation, bien sûr, donc on observe est-ce qu'il y a une cyanose, mais le meilleur moyen, c'est de prendre, et là, on a la possibilité de le faire. Donc, une saturation en oxygène, toujours déterminer la saturation à l'air ambiant. La troisième étape, donc, on a évalué le A, le B. Ensuite, on va évaluer l'état circulatoire. Et l'état circulatoire s'évalue par la fréquence cardiaque et les 4 P. Alors, je vous rappelle, la fréquence cardiaque, les 4 P. 4 P pour pression artérielle, perfusion périphérique, pouls et précharge. Alors là aussi, la fréquence cardiaque doit toujours être interprétée en fonction de l'âge. Et pour un nourrisson de moins de 1 an, eh bien, vous voyez, donc c'est jusqu'à 180, donc c'est un gamin qui va être tachycarde. Au-delà de 1 an, c'est entre 160 et 160. Je vous rappelle là aussi que la tachycardie est le premier signe d'hypovolémie. C'est un signe qui va traduire une augmentation du débit cardiaque. Quand on évalue l'état circulatoire, on commence par la fréquence cardiaque. Et ça, c'est facile. Vous l'évaluez donc sur 20 secondes et vous multipliez pour avoir sur 1 minute. Alors, on va évaluer les 4 P.
toujours le temps de recoloration, c'est très important. Normalement, un temps de recoloration, il est inférieur à 2 secondes. Toujours, vous l'appréciez en périphérique et en centrale chez le nourrisson. Donc, un temps de recoloration est dit allongé lorsqu'il est au-delà de 5 secondes. Les pouls, il faut toujours préciser, donc est-ce que les pouls d'abord sont présents? Est-ce qu'ils sont filants? Il faut toujours comparer les pouls centraux aux pouls périphériques. Alors pour les pouls centraux, on préférera chez le nourrisson le pouls brachial, pour l'enfant le fémoral. D'accord? Toujours comparer les centraux et périphériques. On précisera toujours la couleur de l'enfant. Est-ce qu'il existe une pâleur? Est-ce qu'il est rose? Est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il est marbré? Est-ce qu'il a des extrémités froides? Donc, ça traduit la perfusion périphérique. Donc, vous savez très bien que notre organisme va essayer jusqu'au bout de préserver les organes nobles. Donc, on va commencer par une vasoconstriction cutanée. Il faut voir, est-ce que, donc l'après-charge, eh bien là, on va voir, est-ce qu'il n'existe pas. Donc, chaque fois que nous avons une détresse respiratoire, vous avez une polypnée, toujours palpez le foie. Regardez si vous n'avez pas une hépatomégalie. Est-ce qu'il n'y a pas une turgescence des veines jugulaires? Donc, ceci, ça traduit une stase et ça nous oriente vers une insuffisance cardiaque. Apprécier la perfusion rénale. Est-ce que l'enfant urine? C'est très important. Et bien sûr, lorsqu'on a une bonne perfusion, bien sûr, on va avoir un bon état neurologique. Lorsqu'on a une bonne perfusion neurologique, on n'aura pas de troubles de conscience. Des troubles de conscience vont témoigner d'une mauvaise perfusion cérébrale. Alors, l'autre P, c'est la pression artérielle. Là aussi, je tiens à vous rappeler que la tension artérielle doit toujours aussi être interprétée en fonction de l'âge. Alors ça, c'est juste un tableau pour vous pouvoir approcher et analyser la pression artérielle rapidement. Mais sinon, vous savez très bien que la tension artérielle chez l'enfant, elle s'interprète toujours selon des courbes qui sont déjà prédéterminées. On a des courbes de garçons et des filles en fonction de la taille. Alors là aussi, contrairement à la tachycardie qui est un signe précoce, l'hypotension est un signe tardif. Et là, ça traduit l'insuffisance circulatoire. Et j'ai envie de dire que même l'hypotension chez un nourrisson et un enfant, ça veut dire que le choc, eh bien, il commence à se décompenser. Alors, devant une détresse respiratoire, on a vu qu'on a fait l'évaluation A, B, C et D. D pour disability, c'est-à-dire l'état de conscience. On l'a dit, lorsqu'on a un bon état hémodynamique, un bon état respiratoire, bien sûr qu'on va avoir un bon état de conscience. Eh bien là, si vous êtes en détresse respiratoire, toujours dire, est-ce que je n'ai pas de conséquences sur mon cerveau? Donc, évaluez votre gamin. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est tonique? Il réagit? Et déterminer son degré de réactivité. Est-ce qu'il est alerte? Est-ce qu'il répond à la voix? Est-ce qu'il répond à la douleur? Ou bien est-ce qu'il ne répond pas? Donc ça vous permet rapidement de répondre à cette question. Sinon, si vous avez des troubles de conscience, donc que ce soit obnubulation, somnolence ou autre, il faut déterminer le score de Glasgow. Et là aussi, c'est pareil chez l'enfant, il existe des différences, surtout pour la réponse verbale. Il y a un Glasgow qui est adapté en fonction de l'âge pour les nourrissons et pour les plus grands. Toujours, on apprécie, pareil que chez l'adulte, l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Un coma se définit toujours pareil que l'adulte par un Glasgow qui est inférieur à 8. Alors, toujours préciser auquel dépend. Donc, est-ce que c'est les yeux, verbal, motrice? Toujours, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez un 10, eh bien, vous direz qu'il a 5 pour les yeux, 2 pour verbal et 2 pour motrice, ou 3. Donc, faites le calcul. Hein. Alors, nous avons reconnu la détresse respiratoire. Nous avons fait une évaluation ABCD. Cette évaluation, elle va servir à quoi? Eh bien, justement, de nous dire et de déterminer est-ce qu'il existe des signes de gravité. Eh bien, la recherche de signes de gravité, pourquoi? Parce que dans ces situations-là, des mesures
thérapeutique d'urgence s'impose. Et les signes de gravité sont représentés par la fréquence respiratoire lorsqu'on a une polypnée très importante. Pourquoi? Si on respire rapidement, ça veut dire que notre respiration à un certain moment, on va avoir un temps inspiratoire et expiratoire qui ne sont plus corrects. Et donc, on sait que l'enfant, surtout s'il est jeune, eh bien, il va s'épuiser et la respiration va être inefficace. Justement, les signes d'épuisement, ils vont se manifester comment? Ils vont se manifester par une fréquence respiratoire irrégulière, par la survenue de pauses, donc lorsqu'on a un arrêt des mouvements respiratoires de plus de 20 secondes, et par une diminution d'intensité des signes de lutte. Alors que ces signes étaient très intenses, on remarque que l'enfant n'a plus de signes de lutte. Alors attention ici, il ne faut pas dire que l'enfant s'améliore, donc il ne faut pas confondre amélioration et épuisement. En général, au stade d'épuisement, il commence même à avoir des signes neurologiques. Alors, les signes d'hypoxie, eh bien, c'est la cyanose. Et on va avoir des saturations qui sont même inférieures à 92% à l'air ambiant et ça constitue un signe de gravité. Les signes d'hypercapnie, là aussi, c'est des signes de gravité. Donc, l'augmentation de la PCO2 va se traduire par une pâleur, par des extrémités froides, par les sueurs, alors que d'habitude, par exemple, le nouveau-né, il ne sue pas. Si vous voyez des sueurs chez un nourrisson, eh bien, attention, en détresse, c'est des signes d'hypercapnie. La tachycardie, l'HTA peuvent être secondaires aux signes d'hypercapnie. Et en général, la tachycardie et l'hypertension artérielle secondaire à l'hypercapnie, ils précèdent souvent l'hypotension et le collapsus. À côté de ces signes cliniques, il y a aussi les gravités qui sont liées au terrain. Et on entend par terrain surtout le jeune nourrisson, le moins de 2 mois, 3 mois. Et vous comprenez aisément pourquoi, du fait des particularités anatomiques et physiologiques. L'ancien prématuré, et là aussi c'est facile à comprendre, lorsqu'on a un terrain particulier, un enfant qui est connu cardiaque ou qui a une maladie respiratoire chronique, donc une mucoviscidose, une bronchodysplasie, ou bien un enfant qui est porteur d'un déficit immunitaire. Là, vous comprenez aisément que du fait de ce terrain, eh bien, on risque de décompenser rapidement. Alors, devant un enfant en détresse, avant d'entamer quoi que ce soit, de faire des examens complémentaires, de chercher une étiologie, il faut d'abord stabiliser l'enfant. Et peu importe l'étiologie, ce sont des gestes qui sont valables pour toute situation de détresse respiratoire. Il faut commencer par placer l'enfant en position proclive. Ça, c'est surtout pour le nourrisson. On va le placer en position proclive. Lorsqu'il est plus grand, l'enfant en position demi-assise. Une chose est très importante, respectez toujours la position de l'enfant. Si un enfant refuse de s'allonger et lutte pour ne pas s'allonger, respectez cette position. En général, rappelez-vous la position du trépied. L'enfant va toujours chercher la position qui lui permet de mieux respirer. Donc, souvent, il se trouve en position penchée en avant ou parfois, ils peuvent mettre la tête légèrement en arrière. C'est la position du sniffer. C'est pour mieux ouvrir les voies aériennes et respirer. Parfois, ils se penchent en avant parce qu'il y a de l'œdème, il y a un obstacle des voies aériennes supérieures. Eh bien, respectez cette position. Une chose importante, il faut toujours désobstruer les voies aériennes supérieures par une aspiration. Toujours chez tout enfant qui se présente pour gêne respiratoire. D'ailleurs, avant même d'apprécier la fréquence respiratoire, commencez par désobstruer ces voies aériennes et apprécier ensuite sa fréquence respiratoire. Parfois, le fait de juste désobstruer améliore la mécanique respiratoire et vous comprenez pourquoi, du fait des particularités anatomiques. Donc, désobstruer les voies aériennes. Il est inadmissible d'oxygéner sans avoir désobstrué. Donc, une fois désobstrué, on oxygène. Toujours ne pas oublier, rappelez-vous, notre fameux muscle diaphragmatique qui est élastique. Et rappelez-vous, l'étage abdominal qui peut entraver la mécanique respiratoire. Donc, si on est devant un petit qui est en détresse respiratoire, pensez à mettre une sonde gastrique et à vider l'estomac et à donc décomprimer ce diaphragme
pour qu'il puisse mieux travailler. Un enfant en détresse, bien sûr, il faut toujours prendre un abord veineux parce qu'il ne pourra pas s'alimenter. S'il a une instabilité hémodynamique et s'en a des signes d'hypovolémie, il faut les corriger parce que hypovolémie, détresse, eh bien, c'est l'arrêt cardiaque confirmé. Chaque fois qu'on a un enfant qu'on admet pour détresse, il faut apprendre à le monitorer. Ça va nous permettre de déterminer l'état de l'enfant, mais aussi de suivre son évolution. Est-ce qu'il s'aggrave? Est-ce qu'il s'améliore? Et puis parfois, on peut même démarrer parallèlement un traitement spécifique si la cause est évidente. Vous êtes devant une exacerbation d'asthme, vous avez posé le diagnostic d'un pneumothorax, eh bien allez-y, vous n'allez pas attendre. Il faut entamer le traitement spécifique. Alors, nous avons posé le diagnostic de la détresse, nous avons recherché les signes de gravité, nous avons mis en condition notre patient. Après, il faut préciser quelle est la cause de cette détresse respiratoire pour pouvoir apporter un traitement spécifique. Eh bien, pour cela, on va se baser essentiellement sur une démarche qui est rigoureuse, qui est basée sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Et ce sont ces deux éléments-là qui vont nous conditionner et qui vont nous orienter pour la prescription d'examen paraclinique. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à l'interrogatoire? Toujours la date de début des symptômes respiratoires. Un enfant qui se présente pour détresse respiratoire, toujours préciser. Est-ce que le début est brutal? Est-ce qu'il est progressif? Un début brutal nous oriente en général, donc tout ce qui survient tout à coup soudain, c'est en général une pathologie accidentelle. Cherchez dans ce cas-là un syndrome de pénétration en ayant en arrière-pensée un corps étranger. Pensez à l'intoxication au monoxyde de carbone ou autre. Souvent, c'est ce qu'on appelle, c'est silencieux. L'intoxication au monoxyde, elle peut passer inaperçue. Contrairement au début brutal, un début progressif où on a souvent un écoulement nasal, ou on tousse, ou on a un fébrucule, ou on a un contagion infectieux, va nous orienter beaucoup plus vers une infection. Chercher une notion de traumatisme récent. C'est très important. N'oubliez pas, on a vu la mécanique respiratoire, il n'y a pas il y a aussi la cage thoracique qui va intervenir. Toujours préciser le lieu, l'heure et les circonstances d'apparition. Est-ce que est-ce qu'elle est apparue suite à la prise d'un bain? Est-ce qu'elle est apparue donc à l'extérieur, etc. Toujours. Récente. On précisera toujours les antécédents parce que nous l'avons vu, le terrain peut constituer un signe de gravité. C'est le cas des anciens prématurés qui peuvent avoir gardé des séquelles, anciens ventilés. Les antécédents peuvent… Un enfant qui se présente, on vous parle d'épisodes de sifflement, de sibilant, de wheezing, de stridor. Recherchez s'il n'y a pas une allergie qui est connue. Est-ce qu'il n'y a pas une… Le reflux gastro-œsophagien, surtout chez les… Donc, des pneumopathies d'inhalation aussi. Toujours avec cette détresse respiratoire, on va préciser, est-ce qu'il y a d'autres signes associés? Donc, modification de la voix, une toux, des troubles de conscience, est-ce que l'enfant a convulsé? Est-ce qu'il a des signes digestifs, des signes neurologiques? Quel est le caractère évolutif de cette détresse? Donc, elle a débuté brutalement, progressivement. Elle évolue depuis 24 heures en s'aggravant. Elle est stable depuis quelques jours. Donc, tout ceci a une grande valeur pour l'orientation. On va toujours observer l'enfant à l'inspection. On va préciser son comportement. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est prostré? Comment est son état de conscience? Est-ce qu'il a une mobilité spontanée? Est-ce qu'il est penché en avant, comme on a dit? Ou au contraire, est-ce qu'il est hypotonique? Est-ce qu'il hypersalive? Est-ce qu'il a des bruits lorsqu'il gloutonne? Parfois, souvent, c'est des sécrétions qui sont ici, au niveau du fond de l'arrière-gorge. Donc, la coloration de cet aiguillement, on l'a déjà dit, est-ce qu'il est cyanosé, pâle, érythrosique?
Est-ce que l'enfant arrive à parler, surtout lorsqu'il est en mesure de s'exprimer? Est-ce que son élocution, est-ce qu'il arrive à parler ou elle est là et elle l'empêche. Il a une voix qui est entrecoupée, saccadée. Il n'arrive pas à terminer ses phrases, un vocable sous forme de mots. Écoutez le timbre de voix. Est-ce que c'est une voix éteinte, effacée ou au contraire avec une voix rauque? Est-ce qu'on a des signes respiratoires qui s'associent à cette détresse? En l'occurrence, tout, un stridor, un wheezing, les signes de lutte, une asymétrie. Donc, tout ceci est très important. Alors, le bruit, toujours. Poser la question, est-ce que la dyspnée respiratoire est bruyante? Et vous allez voir que nous avons se baser sur ce caractère-là pour pouvoir même s'orienter pour les étiologies. Et le bruit, on va toujours, il y a des bruits qui vont être audibles, c'est le cas de wheezing, comme on a dit, du stridor, du cornage, et parfois on va même ausculter. Donc le stridor, il va nous orienter vers le laryngite, vers un corps étranger, des sibilants diffus bilatéraux en expiration vers la bronchiolite, l'asthme, des sibilants qui sont localisés peuvent nous orienter vers un corps étranger, une compression des voies aériennes, des murmures vésiculaires qui sont abolis, un silence auscultatoire, eh bien, ça peut être un asthme aigu grave, ça peut être un pneumothorax, des crépitants, des sous-crépitants peuvent se voir en cas d'une pneumonie communautaire ou bien en cas d'un œdème aigu pulmonaire qui complique une cardiopathie qui décompense. Très important de noter cette auscultation pulmonaire. La palpation des creux susclaviculaires, elle est très importante parce que parfois, en cas d'une détresse respiratoire, eh bien, on peut palper. Si on a des crépitations, surtout lorsqu'on a une notion de traumatisme, attention aux fractures de clavicule. On peut même avoir avec la fracture du clavicule un traumatisme du dôme pulmonaire, hein, le lobe supérieur qui peut engendrer un pneumothorax. Un asthme dans sa forme sévère, eh bien, on peut avoir aussi des crépitations neigeuses et c'est un signe de gravité. Toujours percuter ce thorax, rechercher une matité, ça peut être un épanchement, un foyer pulmonaire ou au contraire une hypersonorité, ça nous oriente vers le pneumothorax. On l'a dit et on l'a répété toujours devant une détresse respiratoire. Est-ce que ce n'est pas seulement le poumon qui est coupable, ça peut être le cœur. Donc, est-ce qu'il n'existe pas un souffle? Est-ce qu'il n'y a pas des signes d'insuffisance cardiaque? Je vous rappelle, les signes d'insuffisance cardiaque, c'est la tachycardie et l'hépatomégalie surtout, avec la polypnée, la détresse respiratoire. Et je vous rappelle aussi que la turgescence des veines jugulaires, elle est très peu, donc c'est très rarement où on rencontre une turgescence des veines jugulaires chez le nourrisson. Et ça, vous le comprenez par l'étroitesse de ces petites veines jugulaires, contrairement à l'enfant plus grand ou à l'adulte. Donc, ne vous attendez pas à voir les grosses turgescences que vous voyez chez l'adulte. Par contre, on peut chez le nourrisson voir des œdèmes, donc détresse respiratoire, œdème du dos du pied, des membres inférieurs. Attention, s'il y a des crépitants hépatomégalie, eh bien, ça vous oriente vers une insuffisance cardiaque. Et bien sûr, on ne le dira jamais assez, toujours, donc on a examiné l'appareil respiratoire, l'appareil cardiaque, on a palpé, mais il ne faut pas oublier de faire un examen somatique complet parce que, on l'a dit au tout début, la détresse respiratoire, c'est l'ensemble des manifestations qui va entraîner donc des perturbations des échanges gazeux et ils peuvent avoir une origine respiratoire, mais aussi extra-respiratoire. D'où l'intérêt de l'examen somatique complet. Examen neurologique, on peut avoir des atteintes neurologiques qui vont entraver la commande centrale et se manifester par une détresse respiratoire. Alors, quelle est la place des examens complémentaires? Vous voyez qu'il ne faut jamais se précipiter pour des examens complémentaires. Les examens complémentaires viennent toujours après la stabilisation et en fonction de l'orientation. Le plus souvent, parce qu'on va voir dans certaines situations, on n'a pas besoin de radio de poumon. On n'en a pas besoin.
On suspecte une laryngite, on n'a pas besoin en principe d'une radio pulmonaire pour poser le diagnostic. Alors, sinon, dans certaines situations, on sera amené à demander la radiographie du thorax. Ça serait l'examen à demander lorsqu'on ne comprend rien devant une détresse respiratoire, surtout s'il y a des signes de lutte. La radiographie du thorax de face, eh bien, elle peut parfois nous apporter la clé du diagnostic. Elle peut nous montrer une distension pulmonaire localisée ou bien diffuse. Elle peut nous montrer un épanchement liquidien ou gazeux. Elle peut nous montrer un foyer systématisé. Elle peut nous montrer une anomalie de la silhouette cardiaque, une cardiomégalie, un aspect rectiligne d'un bord du cœur qui nous oriente vers une péricardite. Mais parfois, la radio peut être normale. Et dans ce cas-là, il faut garder en tête que le poumon n'est pas toujours coupable. Le poumon peut être victime. Et quand vous interprétez la radio du thorax, n'oubliez pas que le thorax, ce n'est pas seulement les poumons. Eh bien, il y a aussi le médiastin. Recherchez s'il n'y a pas un élargissement de médiastin, s'il n'y a pas des signes qui nous orientent vers des adénopathies médiastinales, s'il n'y a pas une atteinte de la cage thoracique, les jonctions chondrocostales, donc des signes de bouchon qui vont nous orienter vers un rachitisme par exemple, des traits de fracture, un volet costal peut expliquer la détresse respiratoire tout simplement. Alors les gaz du sang, ils sont importants à faire, surtout lorsqu'on est devant des signes cliniques de gravité. Ils ne posent pas le diagnostic, mais vous l'avez compris, ils permettent d'apprécier la gravité de la détresse et surtout de suivre l'évolution et de voir quel est l'impact de vos mesures thérapeutiques. Eh bien, je ne vous rappelle rien. L'acidose, c'est pour un pH de moins de 7,35. Une PaO2 hypoxémie inférieure à 60. L'hypercapnie lorsque la PaCO2 est supérieure à 45 mm de mercure. D'autres examens, on peut être amené à demander certains examens, mais c'est toujours en fonction de l'orientation clinique. Ça va de soi. Vous suspectez une cause cardiaque, vous allez demander une écho-cœur. Vous pensez à un abdomen chirurgical, on a une péritonite, eh bien, on va demander une échographie abdominale. On suspecte un corps étranger, on ira directement vers une endoscopie. Alors, le bilan biologique, il peut être intéressant aussi dans certaines situations. Donc, on peut être amené à demander un bilan biologique, par exemple, lorsqu'on est devant une détresse respiratoire. Et on va le voir, une polypnée sans signe de lutte chez un enfant pâle qui a saigné, eh bien, on peut avoir une polypnée. Et là, c'est un syndrome anémique qui peut nous expliquer cette détresse respiratoire. On peut être amené également un enfant qui présente une détresse respiratoire à type de polypnée, sans signe de lutte, une respiration donc de type acidosique. Attention, donc chez un enfant qui a un syndrome polyuropolydipsique, première chose à faire, c'est une bandelette donc, et un dextro pour rechercher une acidocétose diabétique. Et donc, vous voyez que rattacher la détresse respiratoire à sa cause revient finalement à analyser 3 types d'atteintes selon une approche clinique rigoureuse. Alors, cette détresse, elle peut résulter soit d'une atteinte des voies aériennes, qu'elle soit supérieure ou inférieure, d'une atteinte de la commande respiratoire ou bien une atteinte de cette pompe pulmonaire, on va dire. Et finalement, on distingue 3 grands tableaux. On peut se retrouver devant une dyspnée bruyante, obstructive. Et vous rappelez-vous, donc lorsque je vous ai dit, c'est très important, une fréquence respiratoire, une détresse bruyante. Donc, pensez à un obstacle. Si le bruit, il est inspiratoire, eh bien, ceci traduit tout simplement un obstacle extrathoracique. Si le bruit siège au temps expiratoire, eh bien, ça témoigne d'un obstacle intrathoracique. Si le bruit, vous allez l'entendre aux 2 temps, inspiratoire et expiratoire, eh bien, ça vous renvoie vers un obstacle laryngotrachéal. Lorsqu'on est devant la deuxième situation face à laquelle on peut se retrouver, c'est une polypnée avec des signes de lutte qui sont plus ou moins importants. Eh bien, ça peut être en rapport, en général, soit avec une atteinte
pleuro-parenchymateuse ou cardiaque, le plus souvent. Une dyspnée cinématéria, c'est-à-dire vous avez une dyspnée, mais sans signe de lutte, sans bruit, eh bien, elle peut être d'origine vasculaire, centrale ou métabolique. Alors, nous allons commencer par le premier cas de figure. Comment on peut s'orienter devant une dyspnée obstructive? On a dit qui dit dyspnée obstructive dit obstacle. On va donc s'orienter en fonction du bruit, nous l'avons dit. Et là, comment est-ce qu'on peut s'orienter? Eh bien, juste avec notre sémiologie, on peut déjà s'orienter. Et vous voyez que lorsqu'on est devant une dyspnée obstructive, il faut voir un peu de près la fréquence respiratoire. Eh bien, la bradypnée obstructive, ça vous oriente vers les voies aériennes supérieures, nez, pharynx, larynx. La polypnée obstructive, c'est les poumons. Lorsqu'on a une polypnée, c'est beaucoup plus les poumons. Une bradypnée, c'est beaucoup plus les voies aériennes supérieures. Lorsqu'on a un allongement du temps inspiratoire, on a dit, c'est beaucoup plus tout ce qui est voie aérienne supérieure, pharynx, larynx. Lorsqu'on est au deux temps, c'est la trachée. Lorsque on a une dyspnée obstructive expiratoire, au temps expiratoire, on a un allongement du temps expiratoire, ça vous oriente vers les branches. Lorsque vous avez une dyspnée obstructive qui va s'améliorer lors des cris, lors des pleurs, ça va plus vous orienter vers un obstacle au niveau des narines. Rappelez-vous, pourquoi? Parce qu'en pleurant, en criant, le petit qui ne respire que par le nez, qui est obstrué, lorsqu'il pleure, il crie, il ouvre la bouche, donc il va mieux respirer. Le tirage est très important de voir quel est le type de tirage. Il peut nous orienter vers le niveau d'obstacle. Donc, un tirage qui est sous-angulo-maxillaire et susternal va nous orienter plus vers un obstacle au niveau du nez et du pharynx. Un tirage susternal va nous orienter plus vers un obstacle au niveau du larynx. Et puis, chaque fois qu'on a cette dyspnée obstructive, toujours analyser la toux et la voix. Alors, une voix rauque et un cri qui est clair va nous envoyer vers une atteinte du larynx. Alors, retenez une chose, c'est qu'une dyspnée qui prédomine à l'inspiration, elle est extrathoracique. Lorsqu'elle prédomine à l'expiration, elle est intrathoracique. Retenez, la dyspnée se situe toujours au-dessus de l'obstacle. Donc, lorsqu'on est devant une dyspnée obstructive, comme nous avons vu, c'est soit, donc, selon les temps, c'est soit une atteinte des voies aériennes supérieures, le temps, on a une augmentation du temps inspiratoire. Alors, vous voyez que les étiologies sont multiples. Ça peut être une hypertrophie des amygdales, des végétations adénoïdes, un abcès rétropharyngé, une angine, surtout les mononucléoses infectieuses, l'épiglottite, les laryngites, les corps étrangers, les malformations. Par contre, une dyspnée obstructive expiratoire va nous orienter vers une atteinte des voies aériennes inférieures. Et là, l'exemple type, c'est la bronchiolite chez le nourrisson et l'asthme chez le plus grand. Lorsque cette dyspnée survient au deux temps, c'est la trachée. Et vous voyez que le corps étranger, nous le retrouvons partout. En inspiratoire, au deux temps, et expiratoire. Donc, le message qu'on doit retenir, pensez toujours et toujours au corps étranger. Alors, nous allons juste nous contenter un peu de passer en revue les étiologies les plus fréquentes. Alors, lorsqu'on prend les dyspnées obstructives, comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, différencier entre ces différents tableaux les plus fréquents? Alors, vous voyez que pour ce qui est, lorsqu'on est devant une dyspnée obstructive avec une altération de l'état général, avec un enfant donc, qui est altéré, qui a un teint grisâtre, qui est fébrile, avec un syndrome même toxique, une fièvre très élevée, eh bien, il y a deux diagnostics qu'on doit évoquer en priorité. C'est la laryngotrachéite et l'épiglottite. Alors là, elles se ressemblent si vous voulez.
Alors, l'épiglotite, souvent, c'est un nourrisson qui va refuser de s'allonger, qui a une hypersalivation. Et là, c'est une situation qu'on voit de moins en moins grâce à la vaccination contre l'hémophilus. Et là, donc, la vaccination, elle a fait presque disparaître cette épiglotite. Il faut dire que j'en ai vu une dans toute ma vie. Elle n'est pas si, elle est bon, elle est courte aussi, mais bon. Mais à vrai dire, donc, ça fait longtemps, mais il faut toujours garder ça en tête parce que c'est un diagnostic, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Lorsqu'on suspecte une épiglotite, gardez l'enfant en position assise et prenez une voie veineuse, démarrez une antibiothérapie en urgence et avisez un service d'unité de soins intensifs. Parfois, on peut avoir une dyspnée obstructive avec souvent, ce sont des enfants qui viennent avec des attitudes guindées de la tête ou bien un torticolis ou un cou raide. Alors là, souvent recherchez est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'angine et de fièvre auparavant et examiner la cavité buccale. Parfois, on peut même retrouver un trismus. Et là, ça vous oriente vers les abcès rétropharyngés, latéropharyngés. Et c'est là, en ouvrant la bouche, vous allez voir cet abcès-là, donc cette issue au niveau de l'arrière-fond. Alors, une dyspnée obstructive d'installation brutale, apyrétique, toujours on va penser au corps étranger. Et puis, en fonction du contexte, n'oubliez pas, une dyspnée obstructive qui survient, par exemple, à la suite d'inhalation de fumée, de chlore, d'ammoniac, en cas d'incendie, donc, ou bien à la suite de piqûres d'insectes, eh bien, on peut avoir de l'œdème qui peut nous expliquer cette dyspnée obstructive. Donc, pour résumer, la pathologie sous-glottique, on va s'orienter vers la pathologie sous-glottique devant une dyspnée inspiratoire, un tirage susternal et susclaviculaire, une voix, une toux qui s'enroque et un stridor. Et chaque fois que nous sommes devant cette situation-là, pensez à déterminer la gravité, le score de Wesley, le fameux score de Wesley. Donc, chaque fois que vous pensez à une pathologie sous-glottique, déterminez votre score de Wesley. Parce que c'est ce qui va nous dire, est-ce que la détresse, elle est sévère? Est-ce que l'enfant ou le nourrisson doit être hospitalisé ou pas? Alors là, si vous voulez, je vous ai juste repris les étiologies les plus fréquentes. Alors, les plus fréquentes restent la laryngite spasmodique et la laryngotrachéite virale. Alors, elles se ressemblent, si on veut, sur le plan clinique, elles se ressemblent. Comment faire la différence entre les deux? C'est surtout le début. Alors, pour la laryngite spasmodique, qu'on appelle aussi struduleuse, œdémateuse, on est orienté par le début brutal au beau milieu de la nuit. 2h, 3h du matin, les parents se présentent aux urgences affolés parce qu'ils ont entendu un bruit au plein milieu de la nuit. Pour eux, leur enfant, il suffoque, il va mourir, ils vivent ça comme étant une mort imminente. Souvent, l'enfant n'a pas de fièvre, il a un état général qui est conservé et voilà, il a une voix qui est éteinte ou rauque. Alors, ce qui la différencie de la laryngotrachéite virale, c'est souvent, pour la laryngotrachéite virale, le début est progressif. Souvent, on va trouver un tableau de fébricule, 38, 38, 5, un nez qui coule, une petite toux. Et voilà, donc là, le début, il est plutôt progressif et il peut s'aggraver, on va dire, les signes, parce que la nuit, c'est l'inflammation, augmentation des phénomènes inflammatoires. Et donc, souvent, ça s'aggrave la nuit et les parents viennent la nuit. Contrairement aux deux autres tableaux dont on a parlé tout à l'heure, l'épiglottite et la laryngotrachéite bactérienne, qui sont une urgence diagnostique, tous les deux. Donc là, le début, comme on a vu, pour l'épiglottite, le début est brutal. Pour la laryngotrachéite bactérienne, il est plutôt progressif. Donc, dans les deux situations, on va trouver un enfant qui est altéré avec une fièvre qui est élevée. Et là, il faut voir la voix. La voix, elle est en général normale en cas d'une épiglottite. C'est un enfant qui est nourrissant en général, parfois une voix étouffée. Et dans la laryngotrachéite, la voix, elle est normale. Et comme il y a cette participation trachéale,
on a souvent cette voix qui est rauque, parfois même éteinte. Alors ici, bien sûr, le traitement ici pour l'épiglotite, donc ce traitement repose sur l'antibiotique. Ici, en général, pour ce qui est de la laryngite spasmodique, vous le comprenez, ici c'est viral et donc le traitement va être symptomatique. Il faut humidifier l'air. Parfois, on peut même amener une corticothérapie pour lutter contre l'œdème. Donc, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on peut même être amené à faire des nébulisations d'adrénaline. Alors, autre situation à laquelle il faut toujours penser, on a dit les corps étrangers des voies aériennes. C'est une situation qu'on peut rencontrer à n'importe quel âge, donc de 6 mois jusqu'à 18 ans, hein, avec un pic chez le nourrisson. Le diagnostic d'inhalation de corps étrangers doit être évoqué systématiquement devant toute dyspnée aiguë, brutale, qui survient chez un enfant en bon état, en bonne santé, qui n'avait aucun signe auparavant. Donc là aussi, vous voyez, c'est le brutal, c'est le tout à coup soudain. Toujours y penser. Parfois, le diagnostic est facilité lorsque les parents vous rapportent un syndrome de pénétration, mais attention, les parents n'assistent pas toujours au jeu de l'enfant, ils ne sont pas tout le temps là. Donc, s'ils assistent, tant mieux, ils vont vous, en général, ils le vivent d'une façon dramatique parce qu'un syndrome de pénétration, c'est des accès de toux, de cyanose avec un épisode asphyxique et donc les parents, en général, consultent le plus souvent. Mais le plus souvent, le syndrome de pénétration est méconnu parce que les parents n'y ont pas assisté. Ou bien parfois, suite au syndrome de pénétration, tout rentre dans l'ordre. Le corps étranger s'enclave dans une branche et quand les parents voient que l'enfant n'est plus en détresse, ils ne consultent plus. Alors, les coupables, c'est ce que vous voyez ici. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont les corps étrangers végétaux. Donc, les pépites et les cacahuètes, tous les oléagineux, on les voit souvent chez les nourrissons. Et puis, il y a le reste chez tout. Hein, on a tout vu, hein, les jeux, les petits morceaux de Lego, les boutons. Et puis, chez les adolescentes, on voit ces fameuses épingles hein, qui sont en plus pointues et qui risquent de traverser les voies aériennes. Donc, elles sont dangereuses et difficiles à extraire. Alors, la symptomatologie, elle est très variable et elle va dépendre du syndrome. Donc, le syndrome qu'on appelle le syndrome de séjour, il dépend de la localisation. Alors, lorsqu'il est laryngé, on a un enclavement. Là, ici, c'est une urgence extrême. Lorsque le corps étranger au niveau trachéal, on va avoir une dyspnée aux deux temps. Alors, attention, ici, lorsque vous suspectez un corps étranger en position trachéale, surtout pas de manœuvre de Heimlich, parce que là, le risque, c'est l'enclavement au niveau de la glotte. Lorsque le corps étranger se situe au niveau bronchique, on peut écouter un wheezing ou bien à l'auscultation avoir une asymétrie de sibilance. On peut même avoir des troubles de ventilation. Et comme on l'a vu au tout début, du fait de la situation de la branche souche droite, souvent, le corps étranger chez l'enfant va se situer à droite plutôt qu'à gauche, au lobe moyen. Alors, en général, qu'est-ce qui se produit suite à un syndrome de pénétration? L'enfant, il tousse. La toux, elle est efficace. Il faut toujours un enfant, il faut encourager la toux. Donc, encourager parce que c'est des mouvements qui vont permettre, en fait, d'expulser le corps étranger. Donc, soit la toux, elle est efficace, on expulse le corps étranger. Donc, ça va pour le meilleur du monde. Soit l'enfant ne tousse pas, il ne respire pas bien. Donc, ça, c'est une autre paire d'affaires. Donc, soit la toux, elle est efficace, il arrive à expulser ce corps étranger, soit au contraire, ce corps étranger va aller s'enclaver dans une branche. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que par la suite, il faut aller explorer. Et même si vous avez un doute, surtout pour les corps étrangers végétaux, lorsqu'ils sont friables ou alimentaires, parfois, il peut dégager certains débris et il y en a d'autres qui vont rester. Donc, chaque fois qu'on est devant le doute, il faut réaliser une bronchoscopie pour visualiser et extraire le corps étranger. Alors, parfois, l'enfant, il tousse, mais la toux, elle est inefficace. L'enfant s'asphyxie.
Là, on est devant deux cas de figure. Soit il est inconscient, donc asphyxie inconscient. Là, il faut démarrer la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, tout simplement et tout bêtement. Donc, soit qu'il est conscient, donc là, elle est inefficace, l'enfant s'asphyxie, il est tout bleu, mais il reste conscient. Là, il faut pratiquer, selon l'âge, la manœuvre de Mofanson ou de Heimlich. Soit donc avec succès, on arrive à extraire, à expulser le corps étranger, soit c'est l'échec, l'enfant bien sûr l'asphyxie, l'inconscience, et là c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Donc il faut faire une RCP, donc ventilation, massage cardiaque externe, et puis par la suite il faut exposer le larynx. Soit qu'il n'y a pas de corps étranger visible, dans ce cas-là, il faut intuber pour refouler le corps étranger sous-glottique ou trachéal, vous le poussez vers le bas et par la suite, on pratiquera l'endoscopie. Soit que le corps étranger, il est sus-laryngé. Quand vous exposez le larynx, votre larynx au laryngoscope, eh bien là, il faut extraire, lorsqu'il est en sus-laryngé, il faut l'extraire à la pince de magie. Alors, vous voyez que je n'ai pas parlé de radio de poumon. Donc, la radio de poumon, j'ai envie de dire, on va la faire lorsqu'on n'est pas en situation d'urgence, lorsque l'enfant arrive et qu'il n'est pas en situation de gravité. Eh bien, la radiographie, là aussi, donc, si le corps étranger est situé aux voies aériennes supérieures, vous avez un bruit toujours pas, allonger l'enfant, pas de radio en premier. D'accord. Alors, la radiographie thoracique, elle peut rapporter des réponses lorsque elle nous montre le corps étranger lorsqu'il est radio-opaque, mais la plupart des corps étrangers sont des végétaux. Donc, souvent, on ne visualise pas le corps étranger. Ce qu'on peut voir, c'est des signes indirects de ce corps étranger, à savoir une asymétrie des transparences des champs pulmonaires. Parfois, quand le corps étranger est méconnu, il peut rester au niveau des branches et être à l'origine de pneumonies et des pneumopathies à répétition. Et souvent, lorsqu'on est devant des pneumopathies à répétition, pensez au corps étranger. Lorsqu'on est devant une pneumopathie du lobe moyen qui ne répond pas, pensez au corps étranger. Et ça, c'est très important. Regardez ici, autre chose qu'il faut faire, c'est lorsqu'on suspecte un corps étranger, toujours demander une radiographie thoracique de face en inspiration et en expiration. Regardez ici la radio en inspiration, eh bien, elle est tout à fait normale. C'est en expiration qu'on met en évidence ce phénomène de trapping de l'air. Donc, pour conclure, pour tout ce qui est de cette dyspnée bruyante, obstructive bruyante, il faut retenir qu'une dyspnée inspiratoire fébrile avec dysphagie, il faut penser à une laryngite aiguë, qui est le plus souvent virale, et c'est ce qui est le plus fréquent. Une dyspnée laryngée non fébrile, toujours évoquer en premier le corps étranger. Un nourrisson de moins de 6 mois avec des antécédents de stridor, là, on va penser beaucoup plus à la laryngomalacie, à l'angiome, d'autant plus qu'il a des angiomes cutanés, et tout ce qui est malformatif. Une dyspnée inspiratoire récidivante, eh bien, toujours là aussi penser soit à un reflux gastro-œsophagien, donc qui peut entraîner de l'œdème et de l'inflammation, soit à une allergie. Alors, autre cause de dyspnée obstructive, cette fois avec atteinte des voies aériennes, les plus fréquentes restent la bronchiolite et l'asthme. Je vous rappelle que la bronchiolite, infection virale, qui va se voir chez le nourrisson, et elle se définit comme étant une gêne respiratoire qui peut se manifester tout le long de l'année, avec un pic au moment de l'hiver, donc en janvier, en fin décembre, début janvier, et qui s'accompagne de sibilants. Alors là aussi, pour ce qui est de la bronchiolite, je tiens à vous rappeler donc que c'est viral. Le plus souvent, c'est une infection dans un premier temps des voies aériennes supérieures. On va avoir donc un tableau de rhinopharyngite. Par la suite, si cette infection s'étend aux voies aériennes inférieures, eh bien, on voit apparaître la toux,
la gêne respiratoire, les sibilants et chez le nourrisson, des difficultés alimentaires, des vomissements. Je tiens à vous rappeler que pour ce qui est de la bronchiolite, la physiopathe, eh bien là, on a donc cette infection par le VRS qui va toucher ces cellules épithéliales, qui va être à l'origine d'une obstruction des lumières bronchiques, une obstruction endoluminale, et on va avoir aussi un obstacle extraluminal qui va avec sécrétion du mucus, vous voyez, qui va boucher cette lumière bronchiolaire et qui va être à l'origine de ces sibilants et aussi donc des vomissements avec ces hypersécrétions. Alors, je tiens à vous rappeler que la bronchiolite, donc, elle est variable dans le temps. Donc, vous voyez, la résolution, elle va se faire d'une façon progressive. Et voilà, donc la toux peut même persister jusqu'à 23 semaines. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il n'y a pas de signe de gravité. Toujours devant une bronchiolite, il faut toujours préciser, est-ce que c'est une bronchiolite légère, modérée ou sévère? Pourquoi? Parce que la bronchiolite, c'est en général une affection bénigne et elle devient grave lorsqu'elle s'accompagne de signes de sévérité. Donc, toute bronchiolite déterminait les signes de gravité parce que ce sont ces signes-là qui vont indiquer l'hospitalisation. Et la sévérité, elle va se reposer donc sur quoi? Sur les facteurs de risque, donc le jeune âge, moins de 3 mois, un ancien prématuré d'âge corrigé moins de 35 semaines et d'âge corrigé moins de 2 mois, lorsqu'on a une pathologie pulmonaire chronique, une cardiopathie congénitale, un déficit immunitaire, une maladie neuromusculaire, lorsqu'on est devant des parents avec des conditions socio-économiques défavorisées, donc c'est un facteur de gravité. Et les autres signes de gravité, donc on parlera de forme sévère lorsque la fréquence chez le nourrisson est supérieure à 70 par minute, ou bien une bradypnée, moins de 30 minutes, ou bien lorsqu'on est devant des apnées, lorsqu'on est devant des signes de lutte intense, lorsque ce nourrisson vomit, et surtout lorsqu'il vomit plus de 50% sur 3 repas consécutifs, lorsqu'il est déshydraté du fait de ses vomissements et de ce refus d'alimentation, lorsqu'il a un aspect toxique, lorsqu'il y a un gênement, donc lorsqu'il gêne, c'est un signe de gravité. Lorsqu'on a des signes neurologiques à type de léthargie, d'agitation, lorsqu'on a une saturation qui est inférieure à 90%, donc tout ceci constitue des signes de gravité et la présence d'un seul signe impose l'hospitalisation. Alors, est-ce qu'il y a lieu aux examens complémentaires? Eh bien, non. Devant un tableau typique, aucun examen complémentaire, pas de radiographie thoracique, même si l'enfant est hospitalisé. La radio n'est demandée devant une bronchiolite que lorsqu'on est devant des complications ou lorsqu'on a un doute diagnostique. Donc, lorsqu'on suspecte des complications, une surinfection, un pneumothorax ou autre, ou lorsqu'on a un doute diagnostique, c'est-à-dire attention au piège. Lorsqu'on est devant une détresse respiratoire, on l'a dit, une myocardite virale peut mimer point par point une bronchiolite. Donc, attention, palpez le foie, recherchez une hépatomégalie et sur la radio du thorax, parfois, on peut voir cet aspect-là donc de cardiomégalie. Attention, on peut avoir des myocardites avec un index cardiothoracique normal. Donc, auscultez bien, examinez correctement. Le corps étranger peut aussi mimer une bronchiolite. Mais là, rappelez-vous, la bronchiolite, c'est un début progressif. Le corps étranger est un début brutal. La bronchiolite, infection des voies aériennes supérieures. Le corps étranger, c'est toujours un début brutal. La bronchiolite, on va avoir une histoire de toux, de rhinite, de nez qui coule. Alors, le traitement, il est symptomatique, que ce soit en ambulatoire ou même en hospitalier. Donc, il faut insister sur ça et surtout pas de corticoïdes, pas de bronchodilatateurs, pas d'antibiotiques, pas d'antitussifs et pas de mucolytiques. Parce que vous comprenez très bien que les antitussifs surtout et les mucolytiques peuvent aggraver le tableau et peuvent aggraver l'encombrement et donc l'obstruction. Du fait de la particularité du nourrisson qui ne sait pas expectorer, qui ne sait pas cracher, il faut éviter de l'encombrer encore plus. Alors, l'asthme est une situation aussi de dyspnée obstructive
expiratoire. Je ne vais pas vous rappeler, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'asthme constitue un motif fréquent de détresse respiratoire et donc de consultation au niveau des urgences. Et on parlera plus d'exacerbation d'asthme plutôt que de crise d'asthme. Il faut préférer le terme exacerbation. L'exacerbation, c'est lorsqu'on a une aggravation des signes d'asthme sur les 24 heures. Alors là aussi, chaque fois que vous êtes devant le diagnostic, il est évident lorsque le diagnostic d'asthme est connu. Mais parfois, devant une première fois, là aussi, il faut toujours se méfier des autres diagnostics différentiels. Donc, lorsqu'on est devant une exacerbation d'asthme, il faut toujours déterminer là aussi la sévérité de cette crise, de cette exacerbation. Est-ce qu'elle est sévère? Ou bien est-ce qu'on n'est pas devant un asthme aigu grave? Parce que là, il faut rapidement une admission en unité de soins intensifs. Alors là aussi, je vous rappelle, la sévérité, donc c'est sur la dyspnée, sur l'élocution, sur la fréquence respiratoire, sur le tirage, sur les sibilants, sur la conscience, sur la fréquence cardiaque et le DIP, qu'on apprécie la sévérité. Et les critères d'hospitalisation devant une exacerbation d'asthme, c'est les troubles de conscience, c'est le silence auscultatoire, c'est lorsque l'enfant est agité, lorsqu'il y a des difficultés d'élocution, devant une mobilisation des muscles accessoires, donc des signes intenses, lorsqu'il y a une tachycardie, une saturation à moins de 92 et un DIP à moins de 50% de la valeur théorique optimale de l'enfant. Alors là aussi, ça c'est juste le schéma que vous connaissez et on passe. Donc, juste pour vous dire qu'il faut toujours essayer de commencer quand la crise est légère. On commencera le traitement progressivement, on surveillera pour pouvoir déterminer est-ce qu'il y a une aggravation et lieu d'hospitaliser le malade ou bien au contraire, est-ce qu'il y a une amélioration sous bronchodilatateur, auquel cas l'enfant peut rentrer chez lui et continuer le traitement à domicile. Mais toujours, le retour à domicile se fera avec une ordonnance et en expliquant au malade qu'on reconsulter. Alors, autre cause de dyspnée et de détresse respiratoire, nous avons vu la dyspnée obstructive sur l'obstacle, il y a l'atteinte de la pompe pulmonaire. Et là, on a plusieurs étiologies qui sont évoquées en fonction du contexte clinique rencontré. Et en général, lorsqu'on est devant une polypnée avec signe auscultatoire, eh bien, ça peut nous orienter vers une atteinte pleuropulmonaire. Le plus souvent, ça peut être une pneumonie, c'est le diagnostic le plus fréquent. Toute polypnée avec fièvre, il faut évoquer le diagnostic de pneumonie communautaire. Donc ça, la polypnée, elle a une grande valeur prédictive positive pour poser le diagnostic de pneumonie. Polypnée fébrile, pneumonie communautaire, donc pneumonie jusqu'à preuve du contraire. Alors, une polypnée avec des signes de lutte aussi, ça peut se voir lorsqu'on a un épanchement qui soit pleural ou gazeux, donc gazeux ou liquidien. Donc, une pleurésie, un pneumothorax peut se manifester. Et là, c'est en fonction du contexte. Un pneumothorax peut faire suite à un traumatisme, un volet costal par exemple, comme il peut faire suite à une staphylococcie pleuropulmonaire. Une pleurésie, ça peut rentrer dans le cadre d'une pleurésie, d'une pleuropneumopathie, une pleurésie infectieuse ou autre. Donc là, c'est le contexte qui nous oriente. L'œdème aigu pulmonaire en cas d'une noyade, en cas d'une cardiopathie. Alors, la polypnée avec des signes d'insuffisance cardiaque, donc on a dit, polypnée toujours avec signe de lutte. Si on a des signes d'insuffisance cardiaque, tachycardie, hépatomégalie, on va penser aux cardiopathies. L'origine pariétale, oui, elle peut entraîner une polypnée, donc toujours palper les côtes, rechercher une notion de traumatisme, rechercher une atteinte diaphragmatique. On peut avoir une atteinte diaphragmatique, soit ça peut être par distension abdominale, comme ça peut être une paralysie diaphragmatique à la suite d'une atteinte
traumatique, ça peut être un trouble de la commande respiratoire, comme ça peut être aussi une distension et une atteinte du muscle diaphragme. Alors là, vous avez toutes les situations. On peut avoir donc un foyer pulmonaire, une grosse bulle, un pneumothorax, une pleurésie. Ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, on a un volet costal avec des fractures. Alors, la détresse peut être aussi secondaire à une atteinte de la commande respiratoire. Ce sont des situations qui sont rares, mais non exceptionnelles, mais il faut savoir y penser. Alors, lorsqu'on a une polypnée, sans signe de lutte en général, donc en fonction du contexte, une polypnée sans signe de lutte, toujours penser à une acidose. Alors, l'acidose va nous orienter soit vers une intoxication, c'est le cas des salicylés, vers des troubles ioniques, et là, en général, le tableau, il est plus riche, on va avoir des signes de déshydratation sur diarrhée ou autre, soit vers une acidose métabolique, et là, le cas de figure, c'est les DAC, vous les voyez souvent, ces enfants, aux urgences. Ça peut être aussi, l'acidose, elle peut être secondaire à un état de choc septique. On a vu souvent des enfants qui se présentaient dans un état de choc, dans un tableau de détresse respiratoire. Et on a même vu des erreurs faites dans ce contexte-là, où on met l'enfant en condition et on court chercher pour faire une radio de poumon. Alors, polypnée sans signe de lutte, examinez bien l'enfant. Parfois, on retrouve une notion de tachycardie, de signes d'insuffisance circulatoire qui vous orientent vers l'état de choc. Ce dernier, donc, si on a de la fièvre, des signes qui nous orientent, un purpura, fulminance, ça peut être un choc septique, ça peut être un choc hypovolémique, ça peut être un choc anaphylactique. Donc, ayez en tête cette éventualité. La polypnée, elle peut être d'origine aussi neurologique. Et là, donc, attention, on a vu aussi des gamins dont le motif principal de consultation était des détresses respiratoires. Et en voyant un peu plus, souvent, on retrouve des petits signes neurologiques. Recherchez une notion de traumatisme crânien, d'accident vasculaire cérébral, d'infection, donc encéphalite, méningite. Mais là, dans cette situation, on a un tableau qui est plus bruyant. Donc des tumeurs cérébrales. Donc, les atteintes neurologiques, elles peuvent entraîner donc une polypnée isolée. Alors, nous arrivons à la fin, juste pour vous dire que la détresse respiratoire est un motif qui est très fréquent de consultation en pédiatrie. Il faut savoir rapidement orienter le diagnostic et le traitement, évaluer le retentissement général. Les étiologies sont multiples, nous les avons vues, et donc ceci vous pousse à mener une analyse et une démarche diagnostique rigoureuse. Commencez toujours par interroger et ensuite examiner tout en observant l'inspection, elle est très importante. Donc, inspecter, palper, percuter, examiner, appareil par appareil. Le plus souvent, il s'agit d'infection des voies aériennes supérieures, d'une exacerbation d'asthme. Attention, ne pas faire attention aux pièges. Les signes d'insuffisance cardiaque aiguë doivent être recherchés systématiquement. Toute dyspnée d'installation brutale chez un plus de 6 mois doit faire évoquer en principe une inhalation de corps étranger. Et voilà, je pense que j'arrive à la fin. Je vous remercie pour votre patience. Et puis, vous avez une petite icône sous forme de bulle. Si vous voulez poser des questions, ben, allez-y, ne vous gênez pas. Donc, j'espère que j'ai répondu, ne serait-ce que à un peu plus de 50% à vos attentes. Et j'espère que, voilà, dorénavant au staff, on saura comment aborder un enfant aux urgences en détresse respiratoire. Alors, vous voyez la petite bulle? Si vous avez des questions, allez-y.
Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, donc je pense qu'on va arrêter alors. Je vous poserai la question lors des prochaines séances de notre staff matinal, on va dire. Voilà, donc merci, bonne fin de soirée à vous tous et toutes, et à la prochaine.